Donc évidemment, pour démarrer, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous et vous dire évidemment que je suis très contente et très honorée de vous retrouver. Comme chaque année, on est maintenant bien habitué à cet événement de rentrée à La Rochelle, qui est une ville qui s'embellit de jour en jour, mais surtout, et cet amphithéâtre est là pour nous le rappeler, qui a joué historiquement un rôle leader en matière d'écologie avec Michel Crépeau. Vous avez vu que l'amphithéâtre dans lequel on est porte son nom. Alors bien sûr, je voudrais remercier, je sais qu'ils vont nous rejoindre, la ville, l'agglo, la région qui sont engagés à nos côtés depuis les débuts de 5T, et puis particulièrement, bien sûr, Jean-François Fontaine, qui nous dira quelques mots, à la région Guillaume Rioux, Julien Jiménez, leurs équipes. On est là grâce à vous et leur soutien, évidemment, est précieux. Mais je voudrais bien sûr remercier également tous les sponsors, tous les partenaires adhérents 5T, les speakers, les intervenants qui ont accepté de témoigner, et puis les participants. Alors, certains d'entre vous sont là depuis l'origine. Vraiment, ça fait 11e édition, donc ça fait quelques années qu'on se retrouve. Et vous avez vu qu'il y a presque une famille 5T qui se crée. D'autres viennent pour la première année, mais je ne suis pas du tout inquiète parce que le dialogue se fait dans un environnement chaleureux, avec une parole libre, respectueuse, parfois des débats d'idées, on en a besoin. Et donc, je sais que vous serez très bien accueillis. Et puis, je souhaite aussi la bienvenue à ceux que nous ne voyons pas, qui ne sont pas présents ici physiquement, mais qui nous suivent en streaming. Alors, ça fait 10 ans déjà que nous sommes les témoins chez E5T et beaucoup d'entre nous de la puissance finalement de l'effort et de l'action qui est allé crescendo de nombreux acteurs, dont vous faites partie, nous faisons partie, pour contribuer à la transition énergétique, à la décarbonation, à la lutte contre le changement climatique, peu importe la façon dont nous nommons les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains, ça implique évidemment de se réinventer complètement, partiellement, pour d'autres de lancer des nouvelles activités, de les faire croître. Ce qui est sûr, c'est que pour tous, c'est quand même l'idée d'apporter une pierre à l'édifice de ce nouveau paradigme éco-énergétique dont nous avons beaucoup débattu l'année dernière et que nous avons largement défini. Et vous retrouverez les sessions transcrites dans le livre qui vous a été remis à l'entrée comme à nos habitudes. Alors bien sûr, est-ce qu'on peut se dire que finalement la somme des engagements de toutes les parties prenantes que l'on constate clairement année après année avec des exemples significatifs, pertinents, ici, mais bien sûr partout en France, dans le monde, est encore suffisante pour nous rendre, déjà suffisante pour nous rendre plus sereins par rapport au futur climatique? Malheureusement, la réponse, c'est que certainement pas encore. Voilà, pas encore. En matière de lutte contre le changement climatique, ça ne vous aura pas échappé. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, si on commence un petit peu par les mauvaises nouvelles, je les ai écrites un petit peu parce que je me suis dit qu'il faut quand même qu'on les liste. Alors, dans les mauvaises nouvelles, eh bien, ça n'aura échappé à personne. Je ne vais rien vous dire de plus que vous ne sachiez déjà, mais bon, rappelons-le. Donc, l'état climatique du monde et de notre propre pays est encore loin d'être rassurant. Alors, il y a cette année à nouveau, partout sur le globe, on a ressenti les effets de ce dérèglement climatique. Alors, le seul bilan de l'été, ce n'est même pas la peine d'aller plus avant au début de l'année. On montre à quel point les catastrophes climatiques continuent à s'imposer, constatées, vécues, subies par des millions de personnes dans les différentes régions du monde. Personne n'y échappe. Alors, au mois de juillet dernier, on a battu le record du mois le plus chaud au niveau mondial, avec des températures anormalement élevées, supérieures à celles qui étaient déjà record de l'année dernière. Pareil au mois de juin, on a eu des vagues de chaleur qui ont fait transpirer le monde du sud de l'Europe aux États-Unis, en passant par la Chine ou la Sibérie. Vous étiez tous en vacances et on voyait sur nos écrans ce qui se passait ailleurs. Donc,
En août, évidemment, c'est toute l'Europe qui a été plombée par un dôme de chaleur. Alors, aucun pays n'y sont échappés, l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et même la Suisse. Et conséquence, ces températures extrêmes, bien sûr, avec des vents peu propices, des incendies qui se transforment en méga-incendies, plus difficiles à maîtriser, plus en plus fréquents. Et on a vu des exemples absolument ahurissants. Au Canada, il y a eu 6000 incendies cette année, 1000 encore actifs, une surface plus grande que le Portugal qui a été réduite en cendres. Hawaï, pareil, une ville entière a été rayée de la carte, 12 000 habitants. Donc évidemment, ça fait des victimes, des personnes qui se retrouvent sans logement quand elles ont échappé au pire. Et ce qui est quand même encore plus significatif, ça va être les retournements violents de situation. Donc je prendrai quelques exemples. Dans la vallée de la mort en Californie, qui est un des endroits les plus chauds de la planète, donc entre le 16 et 17 juillet, on avait presque 55 degrés au thermomètre. Un mois plus tard, le 20 août, alors là, c'est une tempête tropicale qui devient un ouragan, donc Hilary. Et en une seule journée, on a eu l'équivalent de pluie d'une année entière. Donc le parc a été fermé. Pékin, donc dans la province du Hebei, des pluies torrentielles provoquées par 2 typhons, Doksuri et Khanun. Et ça succédait, début août, à des températures et à des records de chaleur jamais vus auparavant, avec le thermomètre qui avait atteint les 55 degrés. Donc là, quand je dis jamais vu, ces pluies torrentielles, il parle de 140 ans, donc c'est vraiment violent. Voilà, donc deuxième mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, en 2024, les choses ne vont pas s'arranger, d'autant que nous avons El Niño qui a démarré avec évidemment ce phénomène qui revient périodiquement dans le Pacifique au large du Pérou. Et la troisième mauvaise nouvelle, c'est que les dommages, on en avait parlé au cours des dernières universités, on sait que petit à petit, malheureusement, les dommages créés par les dégâts climatiques coûtent plus cher que l'inaction. Et là, on a une confirmation, puisqu'il y a une étude du deuxième réassureur mondial, Swiss Re, qui est sortie et qui estime qu'au premier semestre 2023, on a déjà atteint 120 milliards de dollars de dommages. C'est une augmentation de 45% par rapport à la moyenne des dernières années. Puis on découvre que finalement en Europe, on est assez peu couvert. D'ailleurs, je pense qu'à un certain moment, on va faire un focus sur les assurances, puisqu'on a parmi nous des sociétés comme Covéa depuis l'origine qui s'occupent beaucoup de ces sujets. Et en Italie, par exemple, donc aux États-Unis, les dommages sont pratiquement totalement remboursés. En Italie, les dégâts climatiques ont été remboursés à hauteur de 10% environ. Donc des sujets qui commencent à nous interpeller sérieusement. Quatrième mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, ça ne vous aura pas échappé non plus. L'état géo-économico-politique du monde reste très adverse. La guerre en Ukraine dans laquelle on s'enlise, les tensions préoccupantes autour de Taïwan, la relance de la course aux armements, la hausse des prix des carburants, des énergies, le niveau élevé d'inflation. Et donc, conséquence directe de cette situation, la diplomatie climatique reste bien sûr active, mais patine un peu, avec à nouveau plusieurs exemples qui viennent illustrer cela, puisque le 18 juillet dernier, l'émissaire pour le climat américain, donc John Kerry, s'est rendu en Chine en disant attendez, il faut peut-être qu'on se réajuste puisque ce sont les 2 plus gros pollueurs. Mais on a des différends qui nous opposent et ce n'est pas des moindres, on doit réconcilier tout ça. Et bien sûr, son interlocuteur Wang Yi lui a répondu, écoutez, oui, bien sûr, sous condition de relations saines, stables et durables entre la Chine et les États-Unis. Bon, ce n'est pas une petite condition. Le 20 juillet, les ministres de l'énergie du G20 se sont réunis à Goa, en Inde, et n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un calendrier de sortie des énergies fossiles. Dans leur déclaration finale, ils n'ont même pas cité le charbon, alors qu'on sait que c'est évidemment le fossile le plus polluant et qu'une des priorités est d'en sortir au plus vite.
Et malheureusement, et j'adorerais me tromper, hein, la COP28 s'annonce avec comme une première. Alors j'en parle d'autant plus volontiers que je suis devant vous, mais je viens du pétrole et du gaz, comme beaucoup d'entre vous le savent. Mais le sultan El Jaber a déclaré donc pour la COP28 qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Écoutez, la réduction des fossiles est inévitable, essentielle, mais le réalisme interdit de s'en passer du jour au lendemain. Bon, ça, on avait compris. Et il a rajouté « Je n'ai pas de baguette magique, je ne veux pas inventer des dates qui ne sont pas justifiées ». Un propos, bien sûr, qui sera en décalage avec ce que nous rappelle Christian de Pertuis souvent sur le tic-tac de l'horloge climatique qui, lui, n'attend pas. Alors, ça, c'est les mauvaises nouvelles, mais rassurez-vous, j'ai quand même trouvé plus de bonnes nouvelles. Donc, c'est quand même une marque de fabrique de 5T, et sinon, on se demanderait bien ce qu'on fait là, de pouvoir garder à la fois cette lucidité sur la situation et en même temps de l'optimisme, ce n'est pas incompatible. Donc, dans la première bonne nouvelle, et c'est vraiment une bonne nouvelle, nous disposons de plus en plus de sources d'énergie renouvelable, alors notamment le solaire et l'éolien qui représentent 90% du total à peu près, et le monde n'a jamais autant investi dans les renouvelables qu'en 2022. Donc une étude de Bloomberg nous dit que les investissements dans la transition énergétique pour la première fois ont frôlé les investissements réalisés dans les énergies fossiles, il était temps. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une tendance forte qui va continuer avec aujourd'hui un montant de 1100 milliards de dollars investis en 2021, donc 31% de plus qu'en 2022, pardon, donc 31% de plus qu'en 2021. Et on nous dit jusqu'à 2030, les renouvelables ont vocation à tripler dans le monde pour représenter la première source d'électricité, de production d'électricité avant le charbon. Donc c'est quand même, je crois, un fait suffisamment important pour être noté. Deuxième bonne nouvelle, c'est que l'hydrogène vert s'ancre partout dans le monde. On en entend de plus en plus parler et se convertit en alternative énergétique. Donc pour les plus grands pays, hein, la Chine, le Japon, la Corée, l'Europe, les États-Unis. La production à horizon 2030 devait doubler. Donc aujourd'hui, on fait à peu près 94 millions de tonnes. C'est la production en 2021. Donc on passerait à 180 millions de tonnes. Alors évidemment, l'enjeu, c'est de passer du vaporéformage du méthane à l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau, entre autres, ou bas carbone. Je ne vais pas rentrer dans le débat qui agite notre pays sur ce sujet. Troisième bonne nouvelle, c'est l'émergence de superpuissances vertes. Donc les États-Unis, qui étaient un peu à la traîne pendant un certain temps, parce que Trump, rappelez-vous, était sorti des accords de Paris, se sont relancés en disant bah, « Attendez, les Chinois investissent énormément ». Donc, il y a eu la loi sur les infrastructures, la loi sur l'Inflation Reduction Act, l'IRA, qui a relancé tous les investissements verts avec des milliards de dollars à la clé et où on voit le Texas produire, par exemple, beaucoup d'énergie à partir de l'éolien, mais c'est un exemple entre autres. Donc, ça bouge énormément sur ces sujets. Autre bonne nouvelle, c'est que le prix de la tonne de CO2, alors je ne sais pas si Christian est là, mais il sera content de voir ça. Il n'a jamais été aussi élevé partout dans l'Europe, hein, puisqu'on est à plus de 100 $ depuis février. Je vous rappelle qu'au sortir de la COP 21, on était à 8 $ ou 8 € la tonne. Donc c'est quand même un bond suffisamment remarquable pour justifier des investissements. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Cinquième bonne nouvelle, c'est enfin, j'ai quand même créé une société qui s'appelait Économie d'énergie, que l'efficacité énergétique revient au cœur du débat, et je dirais même au cœur de la politique énergétique européenne, parce qu'on en parlait beaucoup, mais on avait du mal à savoir comment faire. Et en fait, on nous a parlé de sobriété d'urgence à la rentrée de l'hiver dernier. Ça va revenir cette année, mais clairement, on a vocation à passer de la sobriété à l'efficacité énergétique, avec les investissements conséquents à la clé. Et c'est aussi un chapitre qui a vocation à doubler en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique, avec d'ailleurs, on en parlera dans un moment, des clients qui ont très bien joué le jeu, des consommateurs qui ont très bien joué le jeu au début de l'année. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on a des engagements inattendus. Je veux parler par exemple de la coalition
menée par les îles Marshall qui finalement a déjà opté pour une diminution de 43% des émissions par rapport à 2019 versus à peu près les 55% pour le Fit 55 de notre pays. Et puis, on a 3 pays qui ont atteint la neutralité carbone et dont on a certainement à apprendre. Parmi ces pays, le Bhoutan, le Suriname et Panama. Il se trouve que dans la salle, je le salue aussi, on a un ancien de La Rochelle qui vit au Panama et qui a préparé, pour qu'on retrouvera sur nos réseaux, un peu de matière pour nous expliquer tout ça. Alors, autre bonne nouvelle, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour qu'on démarre avec un état d'esprit qui nous permette de comprendre pourquoi c'est important qu'on ait toutes ces initiatives comme on les voit. Les émissions de CO2 sont certes en hausse en 2022, mais donc on a un nouveau record qui a été battu avec 36,8 milliards de tonnes rejetées, évidemment en raison de l'utilisation des énergies fossiles, mais c'est moins élevé que ce à quoi on s'attendait dans la reprise post-Covid. Donc ça, c'est plutôt pas mal à suivre. Hein. Et puis, on vient de voter à une très petite minorité au niveau européen une loi pour restaurer les écosystèmes terrestres et marins, donc loi de restauration de la nature, pour le meilleur et pour le pire, vous allez me dire, puisque j'ai déjà eu pas mal de remarques sur le fait que ça allait rendre plus compliqué le développement des énergies renouvelables, mais c'est quand même important de réconcilier tout ça. Alors, je prends un peu plus de temps, ce qui n'est vraiment pas l'exemple à suivre, parce qu'on a appris que le ministre ne pourrait pas s'exprimer aujourd'hui, mais nous a quand même passé des vœux pour cette édition de réussite. Donc, du coup, je prends un peu de son temps avant de passer la parole aux personnes qui nous accueillent. J'en ai parlé au début, j'y reviens. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est un petit peu de rendre hommage à tous ces usagers d'hier devenus éco-citoyens consommateurs qui se sont mobilisés, on l'a vu au début de l'hiver, et on a choisi ce thème sur finalement est-ce que les entreprises répondent aux attentes de leurs consommateurs, pas que les entreprises d'ailleurs, puisqu'on a fait faire une étude qu'on va vous présenter dans un instant sur ces attentes, et donc plein de questions auxquelles on va essayer de répondre, ou en tout cas de trouver des pistes de réflexion à creuser sur le rôle, l'action des entreprises face à ses clients. Est-ce qu'elles sont suffisamment engagées? Est-ce qu'elles se sont transformées? Est-ce que leur action réellement contribue à la lutte contre le changement climatique et la décarbonation? Est-ce que leurs actions sont suffisamment connues, reconnues? Est-ce qu'on peut attendre une réindustrialisation dont on parle beaucoup? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est compatible avec la décarbonation? Et donc, finalement, on va aussi s'intéresser à un segment un peu plus particulier de cette population, qui sont les jeunes, puisque vous avez certainement vu qu'un observatoire sur l'éco-anxiété par mon ami Pierre-Éric Sutter vient d'être lancé, et il dit seulement en France, mais la France n'est pas la seule concernée, on a 2,5 millions de jeunes éco-anxieux, et vous verrez qu'on a travaillé de façon un peu atypique par rapport à ce que l'on fait habituellement chez E5T. Je vous réserve la surprise. Donc bref, l'idée, c'est de prendre plus soin que jamais de la planète. De nous aussi, je profite pour le dire, donc soyez prudents puisqu'on sait qu'il y a une vague de Covid, donc je vous laisse gérer ça pour chacun. De faire évoluer nos comportements, mais également de gérer au mieux nos émotions négatives, puisque ce ne sont pas des émotions ressources, et ce n'est bien qu'en transformant ces émotions négatives en actions concrètes du quotidien, ou plus globalement dans une vision économique, innovante, inspirante, et politique aussi, pas que économico-politique. Et donc, j'espère que cette fois encore, cette nouvelle et 11e édition des universités E5T nous permettra de ressortir boostés pour démarrer la rentrée. Cette université que je placerai sous le signe du leadership et évidemment dont on va tous suivre avec beaucoup d'attention les travaux. Donc, je vous souhaite de belles universités à tous. Merci.